Voilà, il est 11 heures, nous allons commencer. Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire innovation au cours duquel on va tenter de répondre aujourd'hui à la question suivante. Est-ce que 2021 est l'année des plateformes LMS open source? Donc aujourd'hui, il y a eu plus de 200 inscrits à cette session. Donc j'imagine que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Et aussi, je vous invite à participer et à échanger en posant vos questions et en utilisant la fonction Q&A qui se trouve dans la barre d'outils en bas de votre écran. Donc des questions auxquelles on va répondre, auxquelles on va tenter de répondre au fil de l'eau. Voilà, donc ce webinaire est enregistré et vous recevrez le replay sous 48 heures. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants et à Michel Diaz, senior analyste de FEFOR, qui nous fait l'honneur de co-animer ce webinaire. Merci. Merci beaucoup Audrey pour cette introduction. Alors, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je me présente très rapidement. Je m'appelle Michel Diaz et je suis directeur associé du cabinet FEFOR et rédacteur en chef d'e-learning letter, qui est une newsletter portant sur l'information professionnelle du digital learning, reçue par nos 20 000 abonnés tous les lundis. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire. J'ai le plaisir en fait d'animer une conversation entre Fabrice Saillet, qui est le CEO d'Acadis, et Didier Bayard, qui est le responsable développement innovation. Fabrice, je vous laisse vous présenter. Oui, je vais déjà surtout présenter Acadis, qui n'est pas spécialement connu en France. C'est un organisme de formation professionnelle suisse qui est spécialisé dans l'enseignement à distance depuis 2004. Nous délivrons en fait des formations essentiellement métiers à destination d'un public adulte qui sont dans une démarche de reconversion professionnelle. Au sein du groupe Acadis, nous avons 5 écoles qui préparent à des diplômes dans des domaines très variés, qui vont de la comptabilité, en passant par les ressources humaines, le marketing, le design ou encore la photographie. Donc c'est très très vaste. Et notre particularité, en fait, est de proposer un enseignement 100% à distance, avec comme valeur ajoutée pour nos apprenants d'être suivis par un coach, un formateur individuel qui leur est entièrement dédié tout au long de leur formation. Donc, pour vous faire un parallèle avec la France, on a à peu près le même business model que ce que peut proposer le CNED, sauf que nous le proposons essentiellement pour des adultes. Donc, on retiendra que le groupe Acadis, c'est l'équivalent du CNED en Suisse. Voilà, on va le retenir sans les scolaires, parce que le CNED sans les scolaires. est connu en France beaucoup pour les scolaires, mais on est sur un public adulte et vraiment pour des gens qui veulent se reconvertir et qui cherchent à changer de métier. La particularité avec le CNED, c'est qu'on fonctionne essentiellement à distance depuis toujours. En fait. On n'a jamais eu de cours en présentiel. Didier, je vous laisse la parole et je sais que vous êtes très fier en tant qu'innovation d'avoir le groupe Acadis comme client. Donc, innovation, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour Michel, bonjour Fabrice, bonjour Audrey, bonjour à toutes. Donc moi j'ai incorporé l'équipe d'innovation depuis maintenant 2017 et Innovation est le spécialiste open source dans l'e-learning en France et en Europe. Nous sommes le premier partenaire premium Moodle et Totara niveau Platinum. Nous sommes 60 collaborateurs et réalisons un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Nous offrons un groupe de services, comme vous pouvez le voir sur la slide, de 360 degrés personnalisé et complet de A à Z. Par exemple, ceci démarre de l'audit et vous pouvez également nous confier, ça passe par la réalisation du contenu grâce à notre studio de création et vous pouvez être accompagné également à l'aide de notre support 24/7. Voilà. Et puis on est ISO 27001 également certifié UGAP. Bien, de belles médailles, si je puis dire, qui traduisent le sérieux et le professionnalisme de l'entreprise. Alors, nous avons un agenda chargé aujourd'hui. Voici les 4 points que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Alors, déjà, la maturité de l'open source. Bon, un certain nombre de participantes et participants savent que autrefois, mais c'est bien loin tout cela, l'open source n'avait pas toujours bonne réputation dans le monde professionnel de l'entreprise. On verra à quel point il a progressé et combien les reproches qu'on pouvait lui faire autrefois ne sont plus de mise aujourd'hui.
Nous traiterons ensuite de la transformation digitale d'Acadis. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Acadis ne s'est pas doté d'une plateforme open source pour simplement s'adapter à l'ère du temps. D'ailleurs, Fabrice disait que c'est depuis toujours un organisme spécialisé dans la formation à distance, mais qu'au fond, le projet de plateforme ou d'outils open source dont s'est doté Acadis relaie un projet de transformation beaucoup plus général de l'ensemble du groupe, et c'est ce dont on parlera. Comment est-ce que la plateforme a accompagné la transformation du groupe. On traitera ensuite comment dirais-je, du partenariat qui peut exister dans le domaine de l'open source entre le fournisseur et le client, parce que c'est un partenariat un petit peu différent de ce qui existe dans le monde des plateformes propriétaires, avec ses règles, mais aussi ses opportunités qu'il faut savoir saisir. Et je pense que comme on a effectivement aujourd'hui la chance d'avoir Innovation, le fournisseur, et Acadis, le client, j'aimerais bien en savoir plus là-dessus, sans doute comme vous tous. Et puis, on traitera aussi de la stratégie d'engagement des apprenants. Pour quelle raison? Ce n'est pas pour être à la mode. Vous savez que c'est une des questions clés des dispositifs de digital learning aujourd'hui. Comment est-ce que je peux capturer l'attention de l'apprenant et comment est-ce que je peux durablement l'installer dans ces dispositifs? Et c'est vrai que l'open source a eu aussi la réputation d'être un outil pas toujours très engageant pour les apprenants, plutôt pour les professionnels. Donc, on verra que ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà les questions qu'on va se poser aujourd'hui, les points qu'on va traiter. Et on va commencer par ce premier point de l'agenda, qui est effectivement la maturité de l'open source, question qui mérite d'être posée. Et je vais demander à Audrey de lancer le premier sondage, parce que j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Et donc, voilà, lançons ce sondage. Vous avez sous les yeux la possibilité de répondre à la question: quels sont selon vous les avantages d'une plateforme de formation open source? Et vous pouvez choisir 2 items. Premier item, c'est un logiciel gratuit. Deuxièmement, on peut construire une plateforme sur mesure. On ne dépend pas d'un fournisseur unique. On profite de toutes les innovations faites par la communauté des développeurs. L'intégration de la plateforme est faite par des sociétés de services spécialisées. Voilà, vous avez une vingtaine de secondes pour répondre. Et Audrey, qui voit grimper le compteur des réponses, vous n'êtes pas loin vous êtes 70 en ligne actuellement, et ça va sans doute grimper. C'est elle qui décidera du moment où le sondage doit être clôturé. Je pense qu'on y est presque, Michel. Encore peut-être quelques petites secondes. Bien, j'avoue que c'est du teasing, là, je suis curieux de savoir. Allez, voilà, on arrête. On arrête. Alors, on présente les résultats. Résultats. Alors, je vais les lire de très loin. 74%. On profite de toutes les innovations faites par la communauté des développeurs. Bien ensuite, on peut construire une plateforme sur mesure. Puis, c'est un logiciel gratuit. On ne dépend pas d'un fournisseur unique en 4e position. Et en dernière position, l'intégration de la plateforme est faite par des sociétés de services spécialisées. Alors, Didier, qu'est-ce que ça vous évoque, ces réponses? Quelle est votre réaction à chaud? Alors, je ne suis pas trop surpris, merci Michel. C'est vrai que dans l'opinion publique, l'open source a longtemps été cantonné à un cercle de spécialistes, mais véritablement aujourd'hui, ça s'est vulgarisé. Et effectivement, réponse numéro 1, on profite de toutes les innovations faites par la communauté de développeurs. Aujourd'hui, notamment sur Moodle, nous pouvons disposer et enrichir une plateforme standard par près de 1600 plugins. Et donc, à travers le monde, dans la communauté internationale, des gens ont certainement eu ou touché du doigt la problématique qu'un client aujourd'hui peut se poser. Et donc, l'on peut y répondre très facilement. Et après, le point 2, on peut construire une plateforme sur mesure, bien évidemment, puisqu'avec cette base de socle ouverte, on a la possibilité de la customiser véritablement comme on le souhaite. Certainement que Fabrice pourra nous en parler un petit peu et comment ça s'est passé pour son cas à lui. Donc, pas très surpris. Et véritablement, je suis un tout petit peu surpris. Je crois qu'on aurait posé la question il y a 2-3 ans sur la même question. Je pense que le critère prix aurait été un peu plus majoré. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le critère principal. Ce n'est plus que par le prix, parce que l'open source est bien évidemment moins cher.
ce n'est plus le critère principal et prépondérant. Voilà. Fabrice, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aux commentaires de Didier sur sa réaction au sondage? Oui, tout à fait. Alors, pour nous, effectivement, les réponses regroupent un petit peu ce qui s'est passé pour nous, mais peut-être pas dans le même ordre. C'est vrai que nous, on avait une grosse attente sur la partie sur-mesure. C'est pas tant finalement les innovations faites par la communauté de développeurs qui est importante, hein, mais on comptait surtout sur la relation avec le fournisseur pour développer selon nos besoins. Donc ça, c'est ce que j'aurais mis vraiment en premier de loin, avec la non-dépendance à un fournisseur unique. Alors, ce n'est pas pour minimiser le rôle d'innovation, mais c'est vrai que le fait de, si quelque chose se passait mal, c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'énergie et de temps sur nos plateformes, on a beaucoup de contenu, et si ça devait s'arrêter, c'est vrai qu'un open source permet de repasser le bébé peut-être à d'autres qui pourront continuer, et on n'est pas pieds et poings liés à une seule personne ou à une seule société. Et c'est peut-être vraiment les deux points que je retiendrai. Les trois autres, bien sûr, sont tout à fait, viennent également. Le côté coût, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, est important également. Et justement, vous me tendez la perche, puisque pour commencer, un mot sur le budget, dont on sait il évolue rapidement, en particulier avec le fort développement du e-learning. Donc, Didier, quelques considérations sur le budget du e-learning d'une façon générale. Oui, alors là, on l'a un petit peu présenté sur cette slide. Vous pouvez le voir, ce sont des chiffres qui sont présentés, qui ont été repris de la dernière étude de Red Hat, qui est un éditeur de leader solutions open source pour entreprises sur le marché américain. Et comme vous pouvez le voir, près de 60% des organisations sont prêtes à dépenser davantage en e-learning comparativement à 21% des organisations en présentiel. Alors, l'actualité a certainement boosté et accéléré cette dynamique, mais la tendance est bien celle-ci. Avoir un budget limité pour le passage e-learning n'est plus un challenge, comme on pouvait peut-être le vivre il y a quelques temps, et non plus un chemin parsemé d'embûches. Au contraire, le transfert des budgets se fait sur l'e-learning, comme on peut le voir sur cette partie droite du schéma. Et ce sondage renforce les institutions et les intuitions qu'on pouvait avoir. Et ces données sont valables dans tous les corps de métier et de différents secteurs d'activité, bien évidemment. Donc, le cadre général, c'est celui d'un budget, appelons-le e-learning, digital learning, peu importe, qui augmente considérablement au détriment du poste présentiel, mais lequel poste présentiel continue en particulier dans les entreprises, en tous les cas jusqu'en 2019, continuait d'occuper de très loin la place principale. Et tu viens de le signaler, évidemment, l'accélérateur produit que la crise sanitaire donne finalement à l'ensemble, l'accélération à l'ensemble du e-learning. Alors, en regard de ce qui vient d'être dit, quelle est la place de l'open source, non pas en termes de part de marché, mais voilà, on dit que l'open source, c'est une technologie qui monte. C'est ce que vous défendez, donc pourquoi ? Oui, comme vous pouvez le découvrir, ce n'est pas un petit chiffre. 77% des interlocuteurs sondés souhaitent développer l'open source. C'est un choix qui s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise pour créer plus de valeur. Et pour conforter ces chiffres, j'aimerais juste rajouter également, il y a une étude faite par PAC-CX Group qui nous disait que les interlocuteurs du secteur open source connaissent une croissance annuelle comprise proche de 30% depuis 2017. Et d'ailleurs, dans cette même étude, Joël Derrien, directeur général délégué en charge des services numériques chez Thales, parle quant à lui d'ancrage et estime que l'open source atteint sa maturité aujourd'hui. Pour lui, l'accès au code source est une garantie de maintenabilité de la solution. Très bien. Alors, on peut peut-être passer aux bénéfices d'une plateforme open source. Ça va un peu rebondir d'ailleurs avec les résultats du sondage. Alors, je vous laisse, Didier, commenter cela. Oui, tout à fait. Alors, il est bon de rappeler tout de même que la France est le leader en Europe dans l'utilisation de l'open source. Et les bénéfices sont nombreux. Vous pouvez le voir sur la slide. Donc, vous bénéficiez d'un support technique proposé par votre partenaire, bien évidemment, un support 24/7, mais de l'aide de la communauté internationale qui vient enrichir votre solution avec les 1600 plugins dont je vous parlais tout à l'heure. Les limites de développement sont peu nombreuses, je n'aime pas dire infinies, mais la customisation par partenaire est l'un des points essentiels
pour l'intégration dans l'univers digital de l'entreprise. On peut évoquer également la sécurité. Souvent, on parlait de la sécurité comme quoi c'était le mythe de l'open source, que ce n'était pas assez sécurisé. Mais véritablement, toutes les failles sont mises à jour, les évolutions correctives sont très, très, très fréquentes et je serais tenté de dire que l'open source est très sécurisé. Et au-delà de ça, notre certification ISO 27001 est également un élément de réponse pour assurer l'auditoire. Et puis, le bénéfice, c'est que l'on peut intégrer également beaucoup de choses, à savoir que vous avez au sein des plateformes des activités ressources qui sont embarquées, très complètes, mais vous pouvez également intégrer des petits plugins tels que H5P, certains d'entre vous en ont entendu parler, pour faire du contenu de qualité. Et quant au prix, bien évidemment, la solution est véritablement attractive. Voilà ce que l'on peut dire. Nous avons une question justement, Didier, de Yvon. Si on peut résumer, un logiciel open source ne demande aucune installation sur l'ordinateur et peut être accessible par tout le monde depuis partout. Est-ce exact, payant ou gratuit? Bonne question. Est-ce que la définition du logiciel open source, c'est qu'on peut véritablement le télécharger, se l'installer à la fois sur son ordinateur ou bien sur un serveur et y avoir accès. L'intérêt de faire appel à un partenaire comme nous sommes pour Moodle près de 80 dans le monde, c'est justement on va pouvoir vous aider, vous apporter toute notre expertise et vous faire gagner du temps plutôt que d'essayer de le découvrir vous-même. Et on va pouvoir vous permettre de bénéficier de l'expérience et de la communauté de nos utilisateurs et de nos clients. Donc la réponse est oui à votre question, mais il vaut mieux se faire accompagner par un partenaire. Une autre question d'Anne-Laure. Qu'entendez-vous par support technique? Alors, le support technique, en définitive, c'est vous avez la possibilité, lorsque l'administrateur de la plateforme part en vacances, eh bien, pour ne pas bloquer la situation, vous pouvez faire appel au service technique de votre partenaire, de façon à ce qu'il puisse prendre la main et vous aider à configurer. Ça peut être aussi de façon à pouvoir connaître les dernières fonctionnalités de produits. On va peut-être vous prendre la main et vous aider et vous paramétrer les éléments tels que vous le souhaitez. Voilà un petit peu le support tel qu'un partenaire peut vous le proposer. Et c'est 24/24, 7/7. Donc, il faut, répond Anne-Laure, donc il faut un partenaire, pas d'autonomie totale. Non, vous savez, on a des clients qui essayent de se débrouiller eux-mêmes et qui parfois, lorsqu'ils ont des questions, font appel à nous au niveau de ce fameux support, gardent leur autonomie. Donc, véritablement, dans l'esprit agile de l'open source, on vous accompagne comme vous le souhaitez. D'accord, merci Didier. Une dernière question. Oui, j'entends bien, mais s'il vous plaît, Audrey, elle est assez technique celle-là. Je propose qu'on la reprenne à la fin dans une séance de questions-réponses si nous avons le temps. Mais Parfait. Audrey a précisé une chose d'importance, c'est qu'il sera répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas en ligne aujourd'hui, ce sera dans une réponse qui sera apportée par la suite par Innovation. Je voulais juste qu'on s'arrête un instant sur donc ce chapitre qui vient de se terminer. On a essayé de faire aussi court que possible, mais on a bien compris finalement. Le cadrage général, c'est celui d'un fort développement des budgets de e-learning qui intègrent le budget plateforme, le budget contenu, etc. dans le monde professionnel notamment. On voit que le taux de croissance de l'open source dans le monde professionnel est très important. C'est ce qu'a confirmé Didier. Et au fond, on constate que cette importance est sans doute liée à des bénéfices qui sont extrêmement intéressants et d'ailleurs que vous avez toutes et tous signalés dans le cadre du sondage que nous avons fait. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps parce qu'on va passer maintenant dans le vif du sujet, après ces remarques un peu générales qui sont la transformation digitale d'Acadis. Donc, quels étaient, on va passer à cette success stories, quels étaient les objectifs d'Acadis, Fabrice, finalement en allant chercher du côté des innovations et de l'open source pour sa nouvelle plateforme? Alors tout d'abord, je vais remettre un petit peu de contexte. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous étions déjà un acteur depuis longue date, depuis 2004 de l'enseignement à distance, donc nous ne partions pas du tout de zéro. Nous disposions en fait déjà d'un LMS, d'une plateforme, qui à l'époque, c'était beaucoup moins développé, donc nous avions décidé de le développer nous-mêmes. C'était un LMS fait maison avec nos propres informaticiens, développé donc en interne. Et en fait, au fil du temps, ce LMS est devenu complètement obsolète puisque pour nos équipes, il était impossible
de suivre le rythme des nouvelles technologies. Ça allait très, très vite dans ce secteur et ça leur prenait beaucoup trop de temps et d'argent pour être à la page, en fait. Donc, en début 2010, on a justement décidé à l'époque de nous tourner vers un LMS open source. Sauf à l'exception près que ce choix que nous avions fait, on a fait une première erreur, c'était de faire un choix dans la précipitation, sans faire une vraie étude approfondie. Et on n'est surtout pas passé par une société d'intégration spécialisée. On a décidé de prendre cette base open source et de la développer à nouveau nous-mêmes. Et en fait, au fil des ans, on a vu également les limites d'avoir même un open source, mais sans partenaire. Donc, c'est l'année dernière qu'on a décidé en fait, d'opérer un troisième changement et de nous y prendre un petit peu autrement et de faire un vrai appel d'offres en fait, avec un cahier des charges précis et de mettre en concurrence tous les acteurs du secteur, aussi bien les open source, mais depuis quelques années, il y avait des nouveaux entrants. C'est vrai qu'on a découvert ce qu'on appelle les solutions propriétaires et on a tout mis à plat et on a pris plusieurs mois pour vraiment choisir ce qui nous convenait le mieux. Donc, au niveau des objectifs, on avait vraiment des objectifs assez précis. Hein. Nous, au départ, c'est d'abord d'avoir une plateforme unique, mais avec un design différent pour toutes nos écoles. On a cette particularité d'être un groupe, mais on a des écoles bien spécifiques avec chacune une identité propre. Donc, on ne voulait pas avoir 5 plateformes, mais vraiment une seule plateforme, mais très différentes les unes des autres. Donc, ça, c'était les premières choses. La deuxième priorité pour nous était d'avoir une interactivité très étroite entre le formateur et les apprenants, mais également entre les apprenants eux-mêmes, à savoir avoir un travail collaboratif. Donc, on avait divers outils comme exigence qui vont de la messagerie, du chat, la visio, des outils de correction de devoirs également très importants. Hein. Nous, ce sont des étudiants qui doivent rendre des projets ou des devoirs à leurs formateurs. Donc, il nous fallait un outil qui permette une correction très précise, à la fois en vidéo, en audio, donc avec toutes les nouvelles technologies pour que l'apprenant se sente vraiment épaulé. Il fallait également des forums d'échange thématiques entre les apprenants pour favoriser le travail collaboratif. Donc voilà, toute cette partie-là. On avait également toute une digitalisation de nos supports de cours, puisque nous avons la chance d'éditer nos propres supports de cours. Nous n'avions pas besoin que l'innovation nous fournisse forcément du contenu. Le contenu, nous l'avions, mais certains étaient un peu obsolètes. Hein. Beaucoup de supports étaient encore des supports papier ou des livres. On a dû digitaliser. L'innovation nous a aidé à trouver les outils de digitalisation de nos supports. Et enfin, on voulait également intégrer, pour avoir une seule plateforme unique, toute la partie administrative, le dossier administratif et financier de nos étudiants, hein, ce sont des formations privées qui doivent payer, et de retrouver en fait toutes ces informations également sur la plateforme. Et là, on dépassait le cadre d'un LMS, puisqu'un LMS n'a pas vocation à être forcément lié à l'ERP de l'entreprise qui va finalement gérer des factures de paiement en ligne et autres. Donc ça, c'était également quelque chose qui était très particulier. Et le dernier challenge que nous avons mis à Innovation, c'était que nous voulions limiter au maximum l'ajout d'applications externes, d'outils externes, afin de garder nos apprenants sur la plateforme. Jusqu'ici, en fait, nous ajoutions beaucoup d'outils externes, des plugins externes. C'est vrai que l'apprenant, c'était un peu confus pour lui, il devait sortir de la plateforme, revenir. Donc là, on voulait vraiment qu'il sorte le minimum et que tous les outils soient directement intégrés à la plateforme. Donc voilà un petit peu nos objectifs que nous avons au moment de l'appel d'offres mis sur la table. Ce que je retiens de tout cela, Fabrice, parce que c'est vrai que Pfeffer avait eu à connaître de votre démarche oui. à cette époque, c'est que vous aviez tendance assez naturellement à aller vers l'open source, mais en voulant vous débrouiller vous-même. Ça, c'est la première étape, jusqu'à constater que vous n'étiez pas en mesure de faire aussi bien que ce que vous pouviez faire avec un partenaire. Mais au passage, essayer de se débrouiller soi-même, c'est très formateur. Hein. Ça permet de connaître les possibilités, les limites d'utilisation, des capacités internes, du temps qu'on peut réserver à tout cela. Donc, je pense que ça, c'est très important d'en passer quand on peut le faire par ce type de démarche. Ensuite, donc l'idée d'un appel d'offres. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cet appel d'offres, il y a eu un certain nombre de fournisseurs
consulté et vous avez glissé un fournisseur open source à côté de plateformes, de solutions propriétaires. Et c'est au fond l'open source qui l'a emporté. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous aviez un tropisme vers l'open source, mais surtout l'appel d'offres a permis de constater, en benchmarkant des solutions propriétaires et des solutions open source, qu'au fond, l'open source avait effectivement la capacité de se hisser, de jouer dans la même course, si je puis dire, que les logiciels propriétaires, voire même au-delà, puisque vous aviez des problématiques, on l'a entendu dans votre présentation, extrêmement sympathiques. Sympathique et spécifique, vous l'avez dit d'ailleurs. Alors, ça, c'est ce que je retiendrai de ce que vous venez de dire. J'aimerais maintenant qu'on voit avec Innovation, avec Didier, quelle a été la réponse finalement à la demande de Fabrice. Oui, comme l'a très bien expliqué Fabrice, le point principal tel qu'on l'a compris, où on a vraiment mis notre effort, c'était de faire une customisation graphique et ergonomique de la plateforme, de façon à répondre aux souhaits par rapport à l'apprenant, son chemin d'apprentissage qui soit le plus simple et corresponde véritablement à la stratégie pédagogique d'Acadis. Et puis également, on a lié dès le début, me semble-t-il, une relation très sincère de façon à pouvoir aborder le sujet du développement spécifique. C'est-à-dire qu'à partir d'une base standard, eh bien, caler et développer véritablement une solution coûts humains qui correspondait à l'attente véritablement d'Acadis, mais avec une sincérité sur les coûts à engendrer, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Vous avez sur le slide les différents points également positifs que peuvent apporter l'open source. Je serais tenté de clôturer mon point en parlant de l'application mobile dédiée, puisque c'est quelque chose qui est très pratique également avec Moodle. Vous avez une appli mobile embarquée et on peut fonctionner en offline. Donc, il y a quand même l'idée derrière tout cela d'une possibilité de customisation très avancée grâce à l'open source. Donc, quand on parle parce qu'on a le sentiment que les entreprises sont parfois confrontées à cette alternative, soit elles utilisent un logiciel propriétaire, mais là, elles sont contraintes par finalement les paramétrages qui existent et il y a très peu de fournisseurs de logiciels propriétaires, sauf dans de très grands comptes qui acceptent de développer du sur-mesure. Soit on a même entendu des entreprises disant bah, « moi, je vais développer ma propre plateforme LMS ». Donc là, on se trouve dans une situation où l'open source est entre les deux finalement. Il présente à la fois l'avantage de venir avec tout un ensemble de paramétrages possibles, mais la possibilité aussi d'aller jusqu'à la customisation. Est-ce que, Fabrice, est-ce que vous avez, c'est une des choses qui vous ont intéressé dans l'open source, et est-ce que vous avez eu notamment des développements spécifiques vraiment que vous n'auriez pas pu attendre d'un logiciel propriétaire? Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai une coupure. Oui. Ouais, c'est tout bon. Alors, nous, c'est vrai qu'on connaissait déjà l'open source. On avait d'ailleurs pas forcément la meilleure expérience de l'open source. Ce que nous redoutions, en fait, c'était plutôt le côté design et ergonomie. C'est vrai que ça a été un des freins. C'est pour ça qu'on a ouvert aux solutions propriétaires qui, elles, depuis quelques années, sont un petit peu le vent en poupe pour ce côté très sexy, très facile. Ils ont développé une ergonomie qui est vraiment, pour l'apprenant, très intéressante. Et en plus, de pouvoir délivrer un contenu embarqué déjà dans leur système de licence. Donc, c'est vrai qu'on avait plutôt un a priori favorable. Et je découvrais un peu ce nouveau monde des propriétaires. Et au cours de l'appel d'offres, c'est vrai que j'ai pu voir l'évolution de l'open source que moi, je n'avais pas vécu puisqu'on développait notre open source en interne. Et j'ai vu que le retard avait été largement rattrapé, notamment sur cette ergonomie et ce design qu'on pouvait vraiment customiser et mettre à un niveau, vous le verrez plus tard, sur quelque chose qui pouvait rivaliser à ce niveau-là avec les propriétaires. Et en face de ça, c'est vrai que je me suis aperçu que les solutions propriétaires n'étaient pas du tout flexibles. Et en fait, dès qu'on annonçait en fait, un développement spécifique, ils nous le remettaient en disant, voilà, il nous faut un grand nombre d'autres entreprises pour pouvoir le développer. Donc, on était très dépendants. Il n'y avait jamais de certitude sur un développement. On nous disait, à voir si vous êtes suffisamment nombreux pour qu'on puisse faire ça. Donc, au fil de l'appel d'offres, on s'est rendu compte
compte et ça nous a confirmé finalement des avantages de l'open source sont toujours là, c'est customisable, c'est vrai, de plus en plus d'ailleurs, mais ils ont rattrapé le retard grâce à des sociétés d'intégration comme Innovation, de pouvoir les rendre vraiment très personnalisés. Quand on arrive dans l'environnement maintenant Acadis, on se rend à peine compte que c'est une technologie Moodle. C'est vrai qu'on l'a tellement customisé que je pense qu'on pense que c'est nous-mêmes qui l'avons développé en fait. Donc c'est ça qui nous a intéressés en fait. Merci Fabrice. Je pense, Audrey, qu'on a une question de Bénédicte. Alors, je vois une question concernant, pas de Bénédicte, mais en développant une solution open source sur mesure, peut-on malgré tout continuer à bénéficier des updates et nouveaux développements proposés par la communauté? Oui, bien sûr. Et le tout, c'est de le faire correctement et dans les règles, au bon endroit, d'où l'intérêt d'être accompagné par un partenaire. Actuellement, on développe notamment pour l'École polytechnique de Lausanne un complément de plugin à l'intérieur de Moodle. Et c'est dans cet état d'esprit-là également, et bien évidemment, que dès qu'il y aura un update, eh bien, on sera toujours sécurisé et on aura les dernières fonctionnalités. Et quelqu'un réagissait, je pense au commentaire de Fabrice disant il faut le prendre comme un partage d'expérience. Bien sûr. Une dernière chose que je voudrais noter, moi qui me semble intéressante dans cette diapo qu'on voit à l'écran, c'est ces 1600 plugins de la communauté. Concrètement, ça veut dire que le sur-mesure, ça peut être aussi vu sous l'angle d'un sur-mesure industriel, c'est-à-dire de la construction d'une plateforme qui s'appuie sur une multiplicité de plugins qui ne sont pas développés par un éditeur en particulier, mais par la communauté. Alors, ça, je pense que c'est très important parce que, voilà, on ne va pas développer à partir de rien, on va pouvoir construire aussi un sur-mesure à partir de ces plugins. Est-ce que, d'ailleurs, ces plugins, Didier, sont faciles à intégrer dans la plateforme Moodle? Est-ce que pour le client est protégé parce qu'il a la licence d'utilisation de ces plugins? Comment ça se passe? Parce qu'on peut imaginer que derrière, ça pose quelques difficultés tout de même. Oui, à vrai dire, sur les 1600, ils ne sont pas tous. Nous, on va en utiliser pratiquement la moitié, je serais tenté de dire. Après, il y en a certains exotiques, mais qui permettent véritablement de répondre aux besoins. Une fois qu'ils sont installés, ils passent un certain protocole par rapport à notre certification pour garantir la sécurité. Et par défaut, lorsqu'on lance un projet, les plugins installés, il y a un tronc commun, bien évidemment, mais il y a également, avec les réunions fonctionnelles de par nos experts, eh bien, un certain nombre de plugins que l'on va choisir et proposer aux clients. Merci pour ce chapitre sur Acadis en particulier. Je vois que Pascal ajoute un commentaire. Pascal dit « Certains plugins sont payants, il est peut-être bon de l'indiquer ». Tout à fait, mais c'est vraiment des sommes modiques. Vous avez raison, il faut le préciser, ils ne sont pas tous gratuits, mais en général, ce sont des sommes très modiques. Alors, je propose qu'on passe à notre troisième point de l'ordre du jour, qui porte sur la relation partenariale entre le client et le fournisseur dans l'open source formation. Donc, on a déjà souligné l'importance que revêt le support technique et la possibilité de développement spécifique de sur-mesure dans l'open source. Alors, on sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises et d'organismes de formation qui se tournent vers les plateformes LMS open source parce qu'elles peuvent justement obtenir ce sur-mesure spécifique qu'elles n'obtiennent pas de la part des éditeurs traditionnels. Ce que je propose maintenant, c'est que nous rentrions dans le périmètre des services que l'open source permet de proposer aux organismes de formation. Mais je crois qu'Audrey nous a concocté un autre sondage, si je ne m'abuse. Audrey, on ne vous entend pas. Voilà. Oui, je crois que le sondage vient plus tard, Michel. Ah, bien. Autant pour moi. Mais bien sûr, le sondage vient plus. Je me suis trompé. Non, je vous demande voilà, pardon. Bien, oui, effectivement. Donc, je vais laisser à Fabrice réagir sur cette notion de service et d'accompagnement sur mesure. On voit s'afficher tout un ensemble de services là.
Au fond, Fabrice, parmi tout cela, quels sont ceux qui vous semblent les plus prioritaires, les plus importants? Alors, déjà, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que la slide résume bien un petit peu nos attentes, en tout cas à notre niveau. C'est vrai qu'on va commencer par l'expertise et l'écoute, c'est-à-dire que nous sommes déjà spécialisés dans l'enseignement à distance, mais nous ne sommes pas en interne, nous n'avons pas la capacité de suivre toutes les tendances, de tout ce qui se fait au quotidien. Donc, on attendait d'un partenaire, d'une part, qu'il nous écoute et qu'il puisse nous connaître, savoir nos besoins. Donc, ça a commencé par cette écoute et de connaître l'entreprise et de son cahier des charges. Et ensuite, d'y apporter pas seulement une réponse, mais également d'anticiper un petit peu certains même de besoins que nous n'avions pas formulés. Donc, il y avait aussi une force de proposition. C'est quelque chose qu'on attendait vraiment pour nous-mêmes ne pas être tous les jours sur l'actualité de cette technologie. Donc ça, c'était un des premiers points. Et bien entendu, ensuite, c'est toute l'adaptabilité de la société qui nous accompagne, de pouvoir, sur tous ces nombreux points de cahier des charges, de proposer une solution. Certes, des fois, c'était par un biais différent de ce que nous avions pensé, mais chaque fois, on a eu une réponse, je peux le dire, sur toutes les fonctionnalités qu'on souhaitait développer, aucune n'a pas abouti. Elles ont des fois passé par un autre chemin qu'on n'avait pas pensé, mais il y avait à chaque fois une solution possible, moyennant certes certaines fois des coûts de développement, mais comme le disait Didier, c'est des coûts de développement qui n'étaient pas inaccessibles. On n'a pas eu de mauvaise surprise là-dessus. À chaque fois, l'innovation se basait sur un plugin existant et certaines fois, on devait juste changer quelques, je pense, notions du code qui n'étaient pas très, très chères. Donc, c'est vrai que ça, c'était un des gros plus de cette adaptabilité, ce suivi, parce qu'on a beaucoup travaillé en amont, mais c'est qu'il y a un service après. Parce que nous, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas en interne développer tout un service informatique dédié. Pour tout vous dire, on a une seule personne qui va être un administrateur qui va administrer la plateforme, bien sûr, qui a des connaissances techniques, mais il peut vraiment s'appuyer sur l'équipe d'innovation, en l'occurrence, pour un suivi et un accompagnement, mais même après le lancement de la plateforme. Donc ça, c'était essentiel pour nous d'avoir un suivi très proche, un petit peu comme si finalement Innovation était une extension d'Acadis. Donc ça, c'était important pour ne plus être seul comme on l'a été auparavant et ce qui nous a freiné. Donc je dirais que ce seraient les trois principales. Vous parlez, Fabrice, de l'administration de la plateforme et donc d'un collaborateur de votre équipe qui est Oui. en charge de cela. Sur la population des formateurs, est-ce qu'ils ont eux-mêmes émis des besoins? Est-ce qu'ils sont force de proposition? Est-ce que du coup, un lien est fait avec le fournisseur pour implémenter de nouveaux plugins, etc. Ouais. Quelle a été leur réception de la plateforme et de ce nouvel outil? Alors, tout ce travail, on l'a fait justement en amont. On ne voulait pas faire comme ce qu'on avait fait il y a quelques années, d'aller un peu trop vite. Vous n'avez pas ouvert la boîte de Pandore. Voilà, on l'a ouvert, c'est fastidieux, mais c'est vrai que grâce à notre coordinateur interne, on lui a demandé justement de répondre aux besoins de nos deux clients, parce que nos deux clients sont d'abord bien sûr les étudiants, les apprenants. Donc là, on a fait une étude pour savoir un peu quels étaient les besoins qu'ils avaient ou ceux que nous ne répondions pas actuellement. Et ensuite, il a fait la même chose avec notre population de formateurs qui sont très nombreux. C'est des formateurs indépendants qui travaillent pour nous. Donc, on a une population très diverse et dans des domaines très particuliers. On devait passer de la comptabilité au design d'intérieur ou au design graphique. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes besoins en termes d'apprentissage. Donc, on a fait ce travail. Cette personne a fait ce travail pour ensuite la reformuler à Innovation et de voir si on pouvait ticker toutes les cases de ce qui avait été demandé. On a fait une synthèse, bien sûr. Mais c'est un petit peu l'approche qu'on a eue pour rendre aussi le travail. C'est important, nous, en amont, qu'on soit assez structuré pour rendre un cahier des charges aux fournisseurs, en l'occurrence Innovation, le plus lisible possible. Didier, je vous laisse rebondir par rapport à ce que vient de dire Fabrice. Et puis, alors, il y a une question pour vous deux, de Baptiste. Comment gérez-vous la restriction d'accès des apprenants au cours dans le cas de la vente d'accès temporaire à du contenu? Je vais laisser Fabrice répondre dans Acadis, comment ça se passe? La restriction, c'est vrai que la particularité, c'est ça aussi qui était très intéressant pour nous, en tout cas, je ne sais pas après, les besoins de chaque entreprise est très différente, mais nous avions besoin en fait que notre plateforme LMS soit directement liée à notre ERP.
Donc, c'est un peu technique, mais notre ERP chez nous ne fait pas que de la facturation. Il est la base en fait de nos apprenants où on va rentrer beaucoup d'informations sur les apprenants et tout notre parcours pédagogique est d'abord traité dans l'ERP pour ensuite être répercuté dans la plateforme étudiante. Et c'est à partir de l'ERP qui gère ces restrictions, qui donne les ordres en fait de dire voilà, ça c'est une formation ouverte pour tel apprenant, pas pour d'autres. La progressivité également, il en est à telle période de sa progression, tout ça, toutes ces informations au final viennent de notre ERP. Donc le travail d'innovation a été de s'adapter à notre ERP et d'effectuer avec nos équipes internes une interface qui puisse, les deux systèmes maintenant se parlent au quotidien pour se donner de l'information en amont et vice-versa, hein, parce que les deux systèmes marchent dans les deux sens. Didier, donc rebond par rapport à ce que disait Fabrice sur les services consommés. À l'expérience, quels sont les services les plus précieux pour vos clients? Quels sont ceux qui sont les plus consommateurs de temps pour vous et éventuellement qui différencieraient l'open source du propriétaire? Alors, je vais y répondre en deux temps à votre question, Michel. Souvent, lorsqu'on rencontre des clients ou des prospects, ils ont de grandes craintes, c'est de dire de l'open source, il va falloir que j'ai en interne un service technique de qualité et nombreux, parce qu'il faudra avoir donc une force pour pouvoir y répondre et pouvoir se débrouiller. Or, comme l'a très bien dit Fabrice, en définitive, ça, c'est notre travail. Ce sont nos équipes. Et lorsqu'on a tissé une relation de confiance avec un interlocuteur privilégié qui vous accompagne du début à la fin, eh bien, on va pouvoir mettre en place toutes les forces et toutes nos équipes techniques de façon à ce que cette question, cette problématique soit gérée chez nous, chez Innovation, chez le partenaire et non pas chez le client. En définitive, de façon à ce qu'on puisse customiser correctement la plateforme et répondre aux attentes du client. Donc ça, véritablement, c'est l'un des points forts des partenaires tels qu'Innovation. Et c'est l'une des craintes que l'on évoque en début d'entretien et qui, par défaut, ressurgit et à laquelle on peut répondre. On va passer, Audrey, au slide suivant, mais je voudrais qu'on a encore un programme assez chargé. Je voudrais qu'on avance. La question clé, évidemment, c'est la question des coûts additionnels. Quel est le modèle économique? Et puis, une autre chose qui intéresse, la deuxième question, et les autres, on ne les traitera pas, c'est votre SLA, c'est-à-dire Service Level Agreement. Est-ce qu'on a le même type de réponse, de réactivité dans les réponses que ce qu'on trouve traditionnellement dans le monde propriétaire, en tous les cas chez les éditeurs les plus importants? Donc, ces deux questions sont pour vous, Fabrice. Alors, je vais juste vous demander de reformuler sur vos questions. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Alors oui, je voulais dire, ces deux questions sont pour Didier et après je reviendrai avec vous. Effectivement, ce sont des questions pour Didier. Ouais. Allez, à vous. Je vais commencer à répondre par rapport à celle sur les SLA et puis toute la partie technique, à savoir qu'aujourd'hui, bien évidemment, hein, on s'est calé sur le standard et notre certification ISO 27001 également apporte des réponses. Je crois qu'on n'est que 3 partenaires open source en Europe à être certifiés ISO 27001 et c'est véritablement un gage de qualité où contractuellement, on s'engage bien évidemment avec des temps de réponse maximum selon des priorisations d'incidence. Donc ça, pas de souci. Dès le début de nos rencontres, eh bien, on peut vous fournir ces documents pour véritablement vous rassurer et répondre à vos questions. Ensuite, les coûts additionnels, on en a parlé un petit peu. Il y a des plugins qui peuvent être bien évidemment payants, mais c'est assez modique. Et ensuite, ce qui est important, c'est de véritablement bien travailler en amont de façon à bien définir le périmètre technique de votre besoin et fonctionnel afin de voir s'il y a des développements à assurer ou pas et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc ça, on en parle. Et de par notre expérience et notre communauté d'utilisateurs et de clients, eh bien, on peut correctement vous accompagner. Fabrice, réactivité, SLA, le même niveau de ce qu'on pourra obtenir d'un fournisseur propriétaire, pas de mauvaise surprise sur les coûts additionnels non plus, le modèle fonctionne? Alors, oui, deux choses. Alors, sur les coûts additionnels, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir, au final, c'est vrai que souvent on pense open source, on pense gratuité. Donc, il faut quand même relativiser. Hein. Bien sûr, on a accès à un outil qui peut être gratuit complètement, même quasiment. Et ensuite, il y a des coûts additionnels du moment qu'on prend un intégrateur qui va proposer des services. Mais c'est vrai que j'étais assez agréablement surpris sur la lisibilité qu'on pouvait avoir en amont. Le budget qu'on s'était fixé, au final, on l'a
très peu dépassé, puisqu'à chaque fois qu'on avait un développement spécifique, il y avait rapidement une offre avec plusieurs propositions. Bien sûr, on pouvait développer, il y avait des choses plus ou moins plus coûteuses, mais qui n'étaient pas forcément nécessaires pour nous. Donc, il y avait chaque fois un arbitrage qui se passait. Donc ça, c'est une des grandes forces, en fait. Et une fois qu'on a développé quelque chose, cela, entre guillemets, nous appartient, et on va le garder, on va l'amortir sur plusieurs années. Donc ça, c'était intéressant. Au niveau du temps moyen, forcément, un propriétaire va avoir cet avantage. Il fait très peu de développement. Au final, il vous fournit quelque chose de clé en main qui marche tout de suite avec du contenu. Et voilà, vous êtes par contre figé dedans, mais c'est peut-être un petit peu plus rapide. Il y a du temps de développement qui n'est pas non plus un temps qui ne se compte pas en mois, hein, qui se compte en semaines. Ça dépend du développement, certains en quelques jours et puis d'autres en quelques semaines. Après, voilà, chacun est maître de son agenda, il faut le savoir. Mais ça reste relativement tout à fait même acceptable. Merci Fabrice. On va passer à notre quatrième et dernier point de l'ordre du jour. Cette fois-ci, je ne dois pas être très loin comment dirais-je, du sondage. Donc la question de l'engagement. Je le disais au démarrage, on sait qu'elle est clé dans tout projet de transformation de la formation. Et puis dans l'open source, elle devient cruciale, notamment parce qu'on entend de temps en temps des reproches sur les plateformes open source en matière de design, de gamification, voire d'usage du mobile learning, etc. Donc on va voir maintenant, au fond, cette stratégie d'engagement à l'œuvre chez Innovation et chez Acadis. Mais c'est là, n'est-ce pas Audrey, qu'on commence par un sondage? Exactement, et on y va. Notre second sondage. Bien, quels sont les meilleurs leviers d'engagement des apprenants? 3 réponses possibles. La formation doit être obligatoire. La formation débouche sur une certification reconnue. Les modalités pédagogiques sont variées. La formation me permet d'être plus performant dans mon travail. La formation renforce ma mobilité. La formation est accessible tout le temps partout. La formation est gratuite. Voilà, vous avez encore une fois une vingtaine de secondes pour répondre et Audrey décidera du moment de clôturer le sondage et je ferai réagir Didier et Fabrice sur les résultats du sondage. Encore quelques secondes. Voilà, on clôture. On clôture. Bien. Alors, vient en premier lieu, la formation me permet d'être plus performant dans mon travail. Non, là, les modalités pédagogiques sont variées et tout de suite après, quasiment à égalité, la formation me permet d'être plus performant dans mon travail. Ensuite, on passe avec 2 proches. La formation est accessible tout le temps partout, 62%, et la formation débouche sur une certification reconnue. Et puis, alors, la formation est gratuite. Ça, ce n'est pas un levier d'engagement. Donc, on en est heureux, surtout, je dirais, Fabrice qui vend les formations d'Acadis. Réaction, Didier, HO? Oui, très bien. Pas de surprise non plus. Les modalités pédagogiques sont variées, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, les plateformes LMS open source, Fabrice nous l'a bien dit, hein, on a rattrapé le retard qu'il y avait ces quelques années. Aujourd'hui, ce ne sont plus des armoires vides, loin de là. Les activités et ressources embarquées permettent de réaliser du contenu de qualité. Fini les PowerPoint interminables. Aujourd'hui, on est dans l'interactivité. Donc oui, les modalités pédagogiques sont variées, riches, séduisantes pour embarquer les utilisateurs et les apprenants. Après, par rapport à la formation, me permet d'être plus performant dans mon travail. C'est vrai aussi. Dans tous les cas, juste par rapport à l'application mobile aussi, qui peut fonctionner en offline, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est un point important pour commenter. Fabrice? Oui, mais également, c'est vrai qu'on retrouve dans notre stratégie à nous certains de ces éléments-là, pas tous, puisqu'on a, comme vous le disiez, notamment pour le prix ou la formation en elle-même, qui doit être obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui se passe en amont chez nous, bien avant l'accès à la plateforme. Donc, ce n'est pas une plateforme de vente, ce n'est pas là où on va vendre nos formations. On le fait bien en amont, plutôt sur le site web notamment. Mais pour le reste, c'est vrai que si je peux développer un petit peu, notre stratégie d'engagement chez Acadis, on avait 4 piliers très, très importants à développer. On en a déjà parlé, ça a commencé d'abord, moi je crois beaucoup à la forme, au niveau
pédagogique, ça commence par le design. Il nous fallait un design séduisant qui donne envie d'apprendre. Surtout quand on est à distance. On n'a pas une salle de classe ou une école en dur pour pouvoir engager les étudiants. Donc finalement, tout est dans ce design que je mentionnais plus tôt. Et justement, ma crainte au départ sur les open source, de ne pas pouvoir remplir cette exigence. Et très vite, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la slide, ça c'est notre portail pour notre école design et formation qui est assez engageante, je trouve. Également avec une ergonomie très intuitive. Puisqu'il faut une simplicité d'utilisation. L'apprenant, il n'est pas là pour savoir faire marcher le LMS ou se demander comment ça fonctionne tous les jours et d'avoir un stress dans la fonctionnalité pour qu'il se concentre 100% aux études, 100% à la formation. Donc c'est vrai qu'on avait aussi une mauvaise expérience avec des plateformes, notre plateforme précédente qui était peut-être un peu difficile d'accès. On a beau avoir le meilleur contenu du monde, si il n'est pas accessible et logique, c'est vrai qu'on a de la perte au niveau de l'engagement et de l'abandon. Donc ça, c'était le premier pilier. Ensuite, on a l'interactivité avec les formateurs et entre apprenants que j'ai cité au préalable. On voulait vraiment développer, ce qui était un peu paradoxal, en fait, c'était une plateforme éducative, mais humaine, très humaine. C'est-à-dire que l'apprenant n'ait pas le sentiment que ce soit un algorithme qui est en train de traiter sa formation et qu'il est finalement face à une machine. Donc on a développé finalement